Imaginez que vous soyez à la tête d'une entreprise qui emploie des centaines de personnes, mais surtout qui délivre chaque année des millions d'euros en termes de chiffre d'affaires et puis que vous deviez vous retrouver à la fermer. Ceci paraît incongru, n'est-ce pas? C'est pourtant une réalité. Parfois, on peut avoir une entreprise qui génère de l'argent, mais qui n'est pas profitable. Et c'est ce que nous allons comprendre dans ce podcast. La différence entre un chiffre d'affaires et la profitabilité. Nous allons aller beaucoup plus loin. Parce que notre invité du jour ne s'est pas limité à ce que l'on pourrait considérer comme un échec. Il s'est appuyé là-dessus pour bâtir aujourd'hui une entreprise qui est très performante. Et avec lui, nous allons parler donc d'échecs, mais surtout d'apprentissage pour aller vers le succès. Nous allons ensuite parler de sa gestion des finances. Qu'est-ce qu'il fait de tout l'argent que génère son business aujourd'hui? Comment il l'investit? Dans quoi est-ce qu'il le place? Comment est-ce qu'il se projette? Et puis bien évidemment, quels conseils il vous donne à vous aussi qui voulez obtenir votre liberté financière ou simplement mieux gérer votre argent. C'est un podcast très édifiant que je vous invite à écouter et à réécouter tellement il y a de choses pertinentes à dire à l'intérieur. Posez-vous donc et je vous dis, c'est parti. Bonjour Augustin. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler de gestion des finances. Est-ce que tu pourrais juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Moi, c'est Augustin Doumbé, donc entrepreneur de base, mais j'ai commencé ma carrière chez Alstom Transport en tant qu'acheteur supply chain à l'international. D'ailleurs, j'étais un des premiers profils à coupler cette double compétence, achat et supply chain. Donc, j'ai bossé 3 ans chez Alstom sur des projets internationaux. Et ensuite, ce qui m'a permis de pouvoir migrer vers un premier projet entrepreneurial entre 2014 et 2018, qui s'appelait YouOrder. Donc, c'était le premier transporteur urbain, donc la start-up urbaine assez sexy qui livrait des colis. Et on proposait tout simplement un package complet aux start-up food tech que tu connais, Freshly, Foodcherry, Deliveroo, en leur mettant à disposition des livreurs salariés, scooters électriques, la première techno de livraison. Donc voilà, 4 ans. 4 ans dans cette aventure-là. Exactement. Okay. Avec plusieurs millions d'euros de générés, plusieurs centaines de collaborateurs. Ce qui m'a permis de pouvoir switcher vers la deuxième aventure, donc la Delivery Academy, aventure dans laquelle je suis actuellement, qui est tout simplement le simplon de logistique urbaine. Donc aujourd'hui, je forme des livreurs. Donc j'étais transporteur, maintenant je forme, j'accompagne les transporteurs à pouvoir monter en compétences, à pouvoir valoriser le métier de livreur urbain. Voilà. Alors, déjà la première question qu'on pourrait être amené à poser, c'est on a besoin d'être formé pour être livreur? C'est pas assez simple, basique comme métier? C'est une belle question et ça fait 5 ans que j'ai attaqué la livraison urbaine, enfin du moins ce sujet-là, et on m'a posé tous les jours, qu'est-ce que tu dis Augustin à un livreur? Figure-toi que pendant mon aventure de transporteur, j'ai eu des livreurs pendant 4 ans, et pour avoir plus de 300-400 livreurs, il faut en recruter, il faut en virer. Donc j'ai pu voir toute la palette de compétences qu'il faut, et notamment la première palette, c'est d'abord une compétence comportementale. Aujourd'hui, le livreur, on connaît bien les profils, c'est souvent des profils qui n'ont pas les codes en entreprise, qui vivent en banlieue, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, donc ils n'ont pas les codes. Donc il faut apporter ces codes-là, déjà pour qu'ils puissent apprendre à évoluer en entreprise, et de 2, apprendre le sujet de l'expérience client. Donc typiquement, on se fait tous livrer. Philippe, tu t'es déjà fait livrer. Tous les jours, quasiment. Tous les jours. Donc c'est la capacité du livreur à proposer 30 secondes d'expérience client. Parce que de plus en plus, le seul visage qu'on voit, c'est le livreur. On commande, on met sa carte bleue, etc. Super parcours utilisateur. Oui. Mais par contre, l'image représentative de la marque et du transporteur, c'est le livreur. Donc si le livreur dégrade cette expérience, qu'elle dure 5 minutes ou 30 secondes, on sort de là avec un sentiment d'inachevé. Voilà. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, justement en formation avec mes collaborateurs, je leur parlais du parcours client. C'est très drôle parce que je leur disais qu'il faut faire attention à toutes les interfaces qui vont rencontrer le client. Et je leur prenais, pour le coup, là, c'était à Abidjan. Et je leur prenais le cas de quelqu'un qui venait au bureau pour une prestation quelconque. La prestation se passait très bien. Et quand il est en train de partir, le vigile qui est dans la boîte, pour une raison ou pour une autre, ça se passe mal avec le vigile. Qu'est-ce qui va se passer? Fondamentalement, on est d'accord pour dire que l'image qu'il va garder va être entachée par le vigile qui, à la base même, n'est même pas dans le process que l'on pourrait imaginer. Bien sûr. Donc ça nous a amené à nous rendre compte qu'il fallait briefer les vigiles sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment il faut accueillir, ainsi de suite. Pour dire et revenir à ce que tu disais, qu'en fait, oui, en 10 secondes, on peut bousiller un super parcours qui a eu lieu bien avant. J'imagine que les marques avec lesquelles tu travailles
sont réceptifs de ce besoin. Bien sûr. Mais mes principaux clients sont d'abord des transporteurs, évidemment, qui salarient des livreurs. Donc évidemment, il y a des sujets comportementaux, comme je t'ai dit, et il y a des sujets techniques, donc l'éco-conduite, puisqu'aujourd'hui, en 2023, il y a des sujets de réduction du coût de carburant, comment j'entretiens mon véhicule, comment je suis capable de pouvoir proposer une expérience client et d'autres sujets. Donc évidemment, mes premiers clients sont les transporteurs. Et évidemment, les marques qui sont les clients de ces transporteurs, évidemment, apprécient le sujet, puisque ça leur permet à elles aussi de pouvoir proposer une belle image de marque, puisqu'in fine, quand tu te fais livrer ton parfum Sephora, ben, le consommateur, le end-user, il peut connaître le transporteur, mais la réalité est que c'est l'image de marque qui reste. Est-ce que Sephora m'a bien livré? Voilà. Et on ne se dit pas, est-ce que c'est le transporteur XYZ qui m'a livré? Bien sûr. L'imputation est tout de suite faite à la marque, effectivement, et jamais au transporteur. Je veux qu'on revienne un peu sur ton parcours quand même. Tu fais 3 ans chez Alstom. Déjà, qu'est-ce qui te pousse à aller vers la supply chain? Moi, j'ai travaillé chez Alstom aussi un tout petit peu. Okay. Donc, qu'est-ce qui te pousse à aller vers la supply chain? Ta formation d'origine ou alors Mais la supply chain a commencé très tôt, bien en amont de mon parcours. J'étais en 3e et j'ai eu l'opportunité d'avoir des parents intellectuels. Donc, ma mère prof de français, donc, qui maîtrisait bien l'importance de l'orientation. Donc, arrive en 3e avec un fascicule qui dit, à l'époque, c'était le transport et la logistique cherchent ses cadres de demain. On ne parlait même pas de supply chain à l'époque. Oui, tout à fait. C'est comme ça que c'est récent comme terme. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai bâti mon parcours dans le sujet. Et donc, évidemment, je fais des écoles adaptées, l'école supérieure des transports. Je fais un MBA en achat pour coupler ce côté supply chain et les achats. Et c'est comme ça que j'arrive en supply chain, achat, chez Alstom Transport. D'accord. Donc, profil finalement bien pensé jusqu'au bout. Exactement. Tu fais 3 ans et tu décides de tout arrêter? Exactement. Je décide de tout arrêter pour 2 raisons. La première raison, c'est que je souhaite intégrer le parcours jeune talent d'Alstom. Évidemment, on sait très bien que dans les grosses boîtes du CAC 40, où tu es dans le parcours jeune talent, où tu as un numéro. Je suis un peu direct. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Et je reçois un refus de la DRH et je lui demande pourquoi. Parce qu'à l'époque, je gérais un gros portefeuille. Et je lui dis, dites-moi chez Alstom qui gère à mon âge, à 23 ans, un portefeuille aussi conséquent. Donc, autrement dit, j'y ai accès. Bon, pas de réponse. La réponse était claire. Et c'est comme ça que j'ai clairement commencé à avoir le plafond de verre dans ces boîtes-là. Je me suis dit, bon, c'est pas adapté à la vision et à l'ambition que j'ai. Donc voilà, on entreprend. Et j'ai un ami, parce que les planètes sont toujours bien alignées, à ce moment-là, qui me dit, Augustin, j'ai une idée, on doit travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler parallèlement à ma mission chez Alstom, qu'on travaille parallèlement pendant 1 an et demi, 2 ans sur Order pour bien préparer le sujet. Et c'est comme ça qu'en 2014, on se lance à 100%. Tous les deux? Tous les deux. D'accord. Et l'aventure va durer 4 ans? 4 ans. Qu'est-ce que tu en gardes? En 4 ans, j'ai gagné 15 ans d'expérience. Parce que pour manager et avoir une start-up de plusieurs centaines de collaborateurs, waouh, on en perd ses cheveux, la preuve. On apprend beaucoup de choses, les finances, la RH, le management, les business. Même si j'avais déjà une belle approche du business en étant acheteur, parce que quand tu es acheteur, on est très très proche du business. Mais le business que tu gères, voilà, les levées de fonds, les investisseurs, les effets leviers, voilà, tout ce qui gravite autour du business, de manière à pouvoir faire en sorte qu'une start-up puisse avoir du succès, puisse être pérenne et puisse être rentable. Bien sûr. Je fais bien la différence entre ces 3 points. Ouais. On peut peut-être développer d'ailleurs pour que les uns et les autres comprennent bien. Pour toi, c'est quoi une start-up pérenne? Une start-up pérenne, c'est une start-up qui est capable déjà l'idée est capable de fédérer des capitaux autour d'elle, premièrement. Parce que sans capitaux, la réalité est que compliqué de pouvoir avancer sereinement, du moins de pouvoir scaler. Et pérenne, c'est évidemment un sujet de rentabilité. Il n'y a pas de pérennité sans rentabilité. Même si aujourd'hui, on a des exemples antinomiques, des grosses plateformes qu'on connaît, sans les citer, qui ne sont pas rentables aujourd'hui, mais qui sont paradoxalement, drivés, ouais. Exactement, qui sont drivés par des capitaux très, très forts et très abondants. Mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire 98% des entrepreneurs, une start-up pérenne, c'est une start-up qui est rentable et dans le meilleur des mondes, qui parvient à fédérer des capitaux autour d'elle. Tu parlais de profitable.
C'est ce que tu as défini après par rentable, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Euh, L'autre question qui m'intéresse sur cette partie de ta vie, c'est quand tu étais dans cette aventure, ça te plaisait? Tout à fait. Ça rapportait de l'argent? Tout à fait. Pourquoi au bout de 4 ans, tu décides de passer à autre chose? Je reviens sur ta deuxième question. Ça rapportait de l'argent. Oui. On gagnait de l'argent, Oui. mais on n'était pas profitable. Ok. Donc, en 4 ans, on a pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Déjà, c'est qui est un exploit pour une entreprise, pour une start-up, mais on n'était pas profitable. Donc, du coup, et je me rappellerai toujours de cette conversation que j'ai avec Joël, mon associé, parce qu'à l'époque, la demande était extrêmement forte. Donc, t'imagines quand tout ce phénomène de la delivery est arrivé à Paris, les Frishti, les Deliveroo, etc., ils voulaient tous livrer. Tout le monde voulait livrer et personne ne voulait embaucher. Donc, ils cherchaient tous une solution de transport. Donc, on était la solution référence de transport à Paris et en France. Donc, chacun nous demandait 20, 30, 50 livreurs tous les mois. Donc, un scaling juste incroyable. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on avance en mode entreprise, bon père de famille? C'est-à-dire, on va chercher, on va recruter 2-3 livreurs tous les mois. Dans 5 ans, on aura 70. Voilà. Ou est-ce qu'on suit la vitesse du marché? Donc, c'est-à-dire être capable d'onboarder 20, 30, 40 livreurs supplémentaires tous les mois. Mais pour ça, il fallait lever des fonds. Mais quand on entre dans ce process de levée de fonds, sans être profitable, on dépend. On dépend des acteurs, on dépend des fonds d'investissement. Donc oui, on générait beaucoup de CA, mais on n'avait pas encore atteint cette rentabilité. Pourquoi ce n'était pas rentable? Parce qu'à la base, quel était le business model? Les sociétés vous contactaient pour que vous puissiez mettre à leur disposition un livreur, j'imagine, avec la moto. C'est ça, tout à fait. Vous devez investir pour acheter une moto. Exact. Et derrière, recruter quelqu'un qui va faire les livraisons. Exact. Et vous êtes payé à chaque fois qu'il y a une livraison qui est faite. C'est un business model de mise à disposition, donc facturation à l'heure. Mais quand on a 25 ans, on a un business plan, un business model théorique. C'est-à-dire, mon livreur me coûte 12 euros à l'époque, le leasing d'une moto de 3 euros, etc., etc. Mais ton vrai contrôle de gestion, il apparaît 2 ans après ton business. Être capable de pouvoir imputer la réparation, de pouvoir imputer la perte d'un client, etc. Donc, on a découvert qu'un livreur, en réalité à l'heure, ne coûtait pas 13 euros, 14 euros, mais coûtait 17 euros. Ah, donc quand tu réalises, après contrôle de gestion, parce que c'est aussi un réflexe que les startups, les jeunes pousses n'ont pas, c'est de pouvoir rapidement intégrer un contrôle de gestion dans leurs opérations très tôt dans l'aventure. Donc, on a réalisé après 2 ans qu'il y a des contrats sur lesquels on avait signé à 15 euros de l'heure, 16 euros de l'heure. Ces contrats-là, en réalité, on perdait de l'argent. Mais on ne le voyait pas, puisque nos clients payaient très bien. Ils payaient toutes les 2 semaines. Mais quand le contrôle de gestion, après un mois de chantier, a réalisé que, non, là, c'était compliqué. Voilà. C'est comme ça qu'on a très, très rapidement, 2 ans après, un an et demi, 2 ans après, on a réalisé que sur certains gros dossiers, on n'était pas du tout profitable. Comment on fait à ce moment-là? Vous appelez pas votre partenaire à la table, vous lui dites, voilà, on se rassoit, on recalcule parce que là, on ne s'en sort pas? J'étais acheteur, donc je sais très bien que le premier tarif signé va toujours dans le sens de la dégressivité et rarement dans le sens de l'augmentation, à moins qu'on vienne apporter une réelle valeur ajoutée entre-temps. Mais non, hyper compliqué en plus que ces structures-là, de base, savaient très bien qu'elles non plus n'étaient pas rentables. Donc leur seul levier de rentabilité ou d'optimisation, c'était le partenaire transport. Donc évidemment, on a reçu un refus catégorique. Il y a quand même eu une tentative. Oui, évidemment, une tentative. Évidemment, avec nos plus gros partenaires, on allait chercher, on allait grappiller quelques centimes. Mais au moment où on l'a réalisé, on était également parallèlement en levée de fonds. On cherchait à l'époque quasiment 10 millions de fonds. C'était compliqué. Imagine en 2017... 2 jeunes entrepreneurs de banlieue qui cherchent 10 millions. Bon, l'écosystème n'avait jamais vu ça. Voilà. Donc, compliqué. Et en 2017, on se fait approcher par le leader du secteur, leader depuis 30 ans, dont je tairai le nom aussi. Donc, on entre en due deal, en négociation de rachat. Et c'est 5-6 mois après, on réalise avec mon associé, mais on se dit, ils n'ont rien formalisé, au fait. Pas d'écrit, on se balade de palace en palace, mais il n'y a pas de mais, il n'y a pas de LOI, il n'y a pas de... Ok. La réponse était claire et formelle, on avait compris. On a surtout compris et réalisé le pourquoi du comment ils étaient venus nous approcher. Donc on se retrouve là quasiment en juin 2017, une levée de fonds qui n'aboutit pas, enfin une deuxième partie, une série A qui n'aboutit pas, et un gros partenaire, un process de rachat qui aboutit à un no-go.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux expliquer pour nos spectateurs, c'est quoi une série A? Une série A, c'est... Peut-être même les étapes avant, parce que pour le coup, vu que tu as fait de la levée de fonds. Exactement. Il y a l'étape Love Money, où la première étape, c'est généralement tes fonds propres ou la famille qui investit, tes connaissances. Ensuite, Donc là, on est en train de parler des étapes de financement d'une start-up, hein, pour Tout à fait. qu'on soit bien en phase. Ouais. Donc, Love Money, généralement, ça va de 0 à 50, 100 000 euros à peu près. Une étape de pré-seed qui peut aller de 100 à 300, 500 en fonction du secteur. Seed, on a à peu près 1 million, 1,5 million. Et série A, voilà. Série A, c'est généralement déjà 3-4. Voilà. Donc, c'est des étapes de financement qui permettent, qui sont accolées à la maturité de l'entreprise. Alors, et là, vous vous trouvez dans une impasse dans laquelle vous ne parvenez pas à lever des fonds, vous ne parvenez pas à revendre. Qu'est-ce que vous faites? Là, on se dit, on regarde le nombre de collaborateurs qu'il y a dans l'entreprise. Parce que vous les aviez embauchés en direct, les chauffeurs? En direct. Ah oui. Donc, on sortait des centaines de fiches de paye tous les mois. Deux gosses de 25-26 ans. Ouais. Et on se dit, est-ce qu'on passe l'été? Première question. Est-ce qu'on passe septembre? Parce que la réalité est que le business ne reprend jamais à 100% le 1er septembre. Il reprend toujours de manière évolutive, le 10, 15. Est-ce qu'on est capable de faire les fiches de paye de septembre en octobre? On se dit, bon, on passe l'été, mais septembre, pas sûr. Bon, quand tu as 10 collaborateurs, tu peux jouer. Quand on a plusieurs centaines, tu ne joues pas. Donc, redressement, pour le coup, pour se sécuriser déjà nous en tant qu'entrepreneurs. On se dit, bon, on se protège pour ne pas se voir attribuer des fautes de gestion plus tard, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'on entre dans ce process-là, qui est d'ailleurs un autre monde à part entière. On a découvert aussi le monde du redressement, qui est un monde très, très, très dur et très spécial. Tu peux nous en parler? C'est quoi le redressement? Le redressement, c'est une procédure collective en France, enfin proposée par les lois françaises, qui permettent de donner la chance à l'entreprise, à l'entrepreneur, de pouvoir redresser la barre, redresser ses finances et pouvoir prioriser, évidemment, pour que l'entreprise puisse repartir dans le meilleur des mondes possible, 6 mois ou 1 an après. Généralement, on parle de redressement, la première séquence est sur 6 mois. Évidemment, tout est validé par l'administrateur et le juge qui se demande et qui estime si l'entreprise peut avoir droit à ces 6 mois complémentaires pour redresser l'entreprise. Voilà, donc c'est des bases. Le redressement, alors tu me corrigeras certainement, mais est-ce que c'est pas lié à des défauts de paiement? C'est-à-dire que une entreprise moi je connais des entreprises qui ont été redressées, hein, mais toutes les entreprises que je connais avaient du mal à payer l'URSSAF, avaient du mal à payer quelque chose, et donc avaient déjà des dettes vis-à-vis de l'État, et donc sont allés voir pour dire, bon voilà la situation, ça se passe pas bien, on veut un plan pour pouvoir... Est-ce que c'était le cas aussi, ou alors pas du tout? Non, pas du tout, puisqu'on avait 2-3 clients qui payaient très bien, qui payaient mensuellement, mais la seule question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on était capable, sans les clients pour lesquels on a coupé les contrats néfastes, est-ce qu'on était capable de pouvoir continuer avec avec le même nombre de collaborateurs? Oui, non. Okay. Est-ce qu'on était capable de pouvoir continuer avec 2 clients et passer ce mois de septembre? À 20 collaborateurs, on aurait pris le risque. À plusieurs centaines, tu ne prends pas le risque. On parle de combien de collaborateurs? On était en pic? En pic, entre 300 et 400. Ah oui? Oui, c'était un gros truc. Ah oui, quand même. Oui, c'était un gros truc. Ah ouais, 400 collaborateurs en France, il faut le faire. Exactement. Donc, la fin du mois, on la sentait pas, on la sent passer. On la sent passer. Si j'avais que des développeurs, avec des intellectuels, tu peux dire, bon, écoute, on aura un mois compliqué, voire 2, on tient. Avec un livreur, non, le livreur, il arrive devant chez toi, il te dit, je veux mon chèque tout de suite. C'est le 12 du mois, max, il n'a pas son chèque. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer, exactement. D'accord, et donc du coup, vous entrez dans la procédure de redressement qui est, je suis d'accord avec toi, hyper difficile. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est pas simple du tout, ouais. Pas simple, parce que là, on a affaire à un monde, à la réalité. Parce que quand tu es dans ta bulle startup, les incubateurs, la hype, etc., bon, c'est une bulle, hein. Mais quand tu redescends dans la réalité de l'entrepreneur avec des tribunaux, des administrateurs, des mandataires, bon, là, tu dis, OK, bonjour, merci l'entrepreneuriat. Ouais, c'est pas si rose qu'on... Non, c'est pas si rose. Et c'est même très, très dur. C'est même très, très dur parce que moi, je me rappellerai toujours du conseil juridique qu'on avait. Et évidemment, on avait un peu de cash dans le compte. La première question qu'on demande à notre conseil juridique, c'est, on fait quoi du cash?
sors les cash ou Et évidemment très bon. Il me dit bon, les loulous, surtout, ne sortez pas le cash. Et il avait raison. Parce que c'est ça qui nous a aussi protégés. Parce que du coup, c'est un univers où l'ensemble des parties prenantes doivent aussi manger. Donc, quand l'administrateur vient, la première question qui se pose, c'est j'ai l'obligation de traiter le dossier, c'est vrai, mais est-ce que je le traite en 2 jours ou je le traite en 6 mois? Si je les cache, alors je donne la chance. Enfin, je mets les moyens pour que l'entreprise puisse aller jusqu'au bout. Il n'y a pas le cash, en 2 heures, c'est fermé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et donc, vous allez au bout de la période et vous ne parvenez pas à redresser. C'était un premier plan social Ok. avec l'administrateur et je laisse la consigne à l'administrateur. Je lui dis surtout, tu ne sors pas les meilleurs. Évidemment, surtout, il sort les meilleurs. Et on propose un premier plan social au juge avec 40 livreurs. Bon, déjà, avoir une entreprise qui a 40-50 people, c'est déjà très bien. Il le fait, mais il nous laisse 20 profils en arrêt maladie. Je lui dis, mais j'ai un prévisionnel à 40 livreurs en productivité qui doivent produire, mais en réalité, je peux en produire que grâce à 20. Donc, je ne tiendrai pas le plan. Donc, ok, bon, on se dit, on bagarre quand même, on se tient, on y va. Bon, en octobre, on s'est dit, bon, c'est compliqué. On passe en plan de cession, parce que c'est un choix qu'on a, ou de passer directement en liquidation ou plan de cession. Donc, on décide de laisser l'opportunité au marché, de prendre part au projet, au dossier, pour ceux qui voudraient mettre un chèque symbolique, etc. Et c'est comme ça que le plan de cession débute. Et plan de session aussi qui était assez folklorique, mais là c'est un peu plus confidentiel. Un acteur qui s'est positionné, qui n'a pas laissé les bons documents au bon moment, le bon chèque au bon moment, et bon, le juge s'est fâché. Bon, finalement, on a fini en liquidation en février 2018. Waouh. Waouh, quelle histoire. J'ai bouclé les boucles. Ouais. Oui, voilà, effectivement. Non, mais parce que tu sais, tiens, on parle beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des succès fulgurants, mais je dis toujours que les succès apparents, en réalité, sont précédés. On peut appeler ça d'échecs, mais de projets qui n'ont pas abouti comme on souhaitait. Et c'est bien de temps en temps de pouvoir en parler pour expliquer que on n'en meurt pas. Quoique, comment on se relève de ça? De 4 ans d'intense. Parce que c'est intense aussi, une start-up. Très, très intense. En plus, dans un sujet purement opérationnel, franchement, c'était 4 ans très, très intense. Mais psychologiquement, pas facile. Déjà, à l'époque, il n'y a pas le terme burn-out, mais été 2017, entre le no-go et le fait de réaliser qu'on allait entrer dans un redressement, je pense que j'ai mis 2 semaines sans toucher de mail. Enfin, un vrai burn-out, quoi. Et comment se remettre ça? Bon, j'ai toujours été très résilient en caractère. On se repose, on se dit ok, on se repose, on a appris, on essaie de capitaliser, de prendre un peu de recul. Mais très difficile, très difficile. Alors, de là, donc, du fond du trou, d'où te vient l'idée de basculer sur un nouveau business, celui dans lequel tu es maintenant? Et je vais donner le vrai dessous de la Delivery Academy. On est en mars-avril à peu près, donc toujours dans l'order, ok. Et j'ai un cabinet qui m'appelle et qui me dit Augustin, j'ai des opportunités pour toi pour aller chercher des subventions par rapport aux salariés. Donc évidemment des subventions, formation, on n'y était pas du tout. Donc je me dis mais s'il me propose ça, c'est qu'il est gagnant quelque part. Évidemment, je fouille un peu, je bosse un peu et je réalise qu'effectivement ça peut être une belle manne financière. Donc je propose au board, etc. Et évidemment on était tous focus sur redresser l'entreprise, sauver l'entreprise, évidemment, avec des investisseurs au board. Donc, assez... Heureusement qu'on avait un investisseur responsable, très open, très ouvert et pas du tout dans une relation conflictuelle. Donc, franchement, c'est très bien passé. Et quand j'ai proposé la solution, les chiffres paraissaient un peu trop gros. Voilà. J'ai dit, ok, bon, c'est pas le bon timing, comme toute chose. Et sur une de mes dernières grosses vidéos sur YouTube, à un moment, je pitch la YouOrder Academy. Donc, je disais à l'écosystème, je vais revenir avec cette idée. Et c'est comme ça qu'est née la Delivery Academy, avec justement cette envie de créer la première académie du marché pour accompagner des acteurs comme nous, parce que je suis convaincu que si la Delivery Academy existait à l'époque, on n'aurait pas fermé. Voilà. Pourquoi ?
Parce que aujourd'hui, je fais prendre conscience aux transporteurs que quand un client, quand un donneur d'ordre veut 10 livreurs du jour au lendemain, il faut dire non. Parce que quand tu recrutes à 10 heures pour mettre les profils dans le véhicule à 10 heures le lendemain, ça ne marche pas. Tu perds plus de temps, donc beaucoup d'argent, et tu es soumis à des risques comme la casse du véhicule et plein d'autres choses. Donc tu perds beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, et c'est un exemple parmi tant d'autres de la manière dont j'optimise aussi les finances d'entreprise de mes clients et comment, en termes de bienfaits, je peux avoir de l'impact auprès des transporteurs. Alors, la Delivery Academy aujourd'hui, ça fait combien d'années déjà? 5 ans. 5 ans. Donc, on a franchi le cap des 3 ans. On a franchi les 4 ans, on arrive à 5 ans. C'est ça. Ça commence à être bien. C'est tout seul cette fois-ci, pas avec le même associé. Je démarre quasi tout seul avec une associée avec qui on travaille ensemble quasiment 6 mois, qui a 20 ans de plus que moi. Profil dirigeant, gros profil. Hein. Et donc finalement, elle passe son associé dormant quelques mois après. Donc je me retrouve tout seul aux manettes très 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 rapidement. Ok. Alors, aujourd'hui, la Delivery Academy, si j'ai bien compris, vous formez des transporteurs au métier pour les mettre à la disposition derrière, enfin vous formez des livreurs. Exactement. Pour les mettre à la disposition des transporteurs. Qui vous envoie les livreurs? Les transporteurs ou c'est vous-même qui allez les chercher? Les transporteurs. Donc moi, mon client, c'est le transporteur qui me dit « Augustin, super, en réalité, j'ai un vrai sujet, turnover, fidélisation et montant en compétences. » Donc c'est le transporteur qui m'envoie ses livreurs, donc ses salariés, pour que je puisse les accompagner. Ça, c'est le panier, l'univers salarié. J'ai un univers aussi pour les profils qui souhaitent entrer dans la livraison, puisque les transporteurs embauchent des dizaines, des centaines de livreurs tous les jours, tous les mois. Parce qu'il y a des centaines de millions de colis à livrer. Oui. Donc, du coup, j'ai des partenaires sociaux comme le Pôle emploi et bien d'autres, et l'OPCO, par exemple, qui permettent de pouvoir nous aider, nous accompagner à pouvoir former, justement, ces futurs profils qu'ils aient déjà été dans le transport ou pas. Généralement, ce sont des profils qui ne connaissent pas le transport. Donc, on les accompagne sur 3 semaines, 2 semaines de formation, 1 semaine d'immersion en entreprise pour qu'ils puissent signer sereinement leur contrat CDI. Alors, quand on n'est que dans du service comme ça, normalement, on a des charges qui sont vraiment réduites. Donc, on est dans un business model qui peut rapidement être profitable. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas. Aujourd'hui, moi, je suis profitable. J'ai toujours été profitable au day one. C'est-à-dire qu'une opération chez moi est profitable. Voilà. Bon, ça a été aussi une des grandes leçons retenues par cette expérience. C'est d'être absolument profitable. Bon, après, comme toute entreprise, il y a des erreurs qui ont été faites, recruter trop tôt, le staffing de l'équipe, la bonne décision au bon moment, etc. Mais en tout cas, moi, tous mes sujets, toutes mes actions de formation sont profitables et très bien profitables. Alors, quand on dit profitable, est-ce que les chiffres, tu communiques sur tes chiffres ou pas du tout? Oui, je peux communiquer sur les chiffres. Donne-nous un ordre de grandeur, peut-être sur 50 de ta croissance. Aujourd'hui, moi, je suis profitable sur chacune de mes actions à peu près entre quand je suis quand je suis pas bon, 40%, quand je suis très bon, 60-70%. Excellent. Et tu as formé combien de personnes à ce jour à peu près? À peu près 500 livreurs. Sur la période de 5 ans? C'est ça, exactement. Sur les 5 ans, j'ai eu 3 ans où j'ai dû évangéliser le marché. Imagine bien en 2018, Augustin disant il faut former les livreurs. Qu'est-ce que tu racontes, Augustin? On dit quoi un livreur? Typiquement, ces questions, je l'ai eu très, très souvent les 3 premières années. Donc 3 ans pour dire au marché il faut former les livreurs. Donc le temps d'attendre, le time to market, parce qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le bon time to market. Là, maintenant, je suis en plein time to market. Donc, les gens disent oh, mais t'as eu l'idée du siècle. Voilà. Donc voilà, en 3 ans, le temps de tester des produits, tester des produits, des dispositifs des différents partenaires sociaux. Voilà, tout ça prend 3-4 ans. Et là, je suis en réel scaling depuis 2 ans. D'accord. 500 livreurs, du coup, en 2 ans, au final. C'est ça. C'est quoi les projections? 2024, 2025. Déjà 2021, à part 2021 et l'atterrissage de cette année, j'ai fait x10 en termes de CA. Et projection 2024, c'est millions d'euros, dépasser les millions d'euros de CA. Voilà. Et je t'annonce les marges, donc de belles marges. Et donc continuer à croître et aller chercher les plus gros acteurs, les plus gros transporteurs. Donc je tairai les noms, mais il y a 3-4 gros transporteurs, ouais. Exactement. Aller chercher, évidemment, installer une image de marque, puisqu'aujourd'hui, je suis le visage, un des visages de la logistique urbaine. Donc, quand on parle de
quand on parle livraison aujourd'hui en France, on parle forcément formation, donc Augustin. Donc, continuer à renforcer cette image de marque-là, aller chercher un label. Voilà. Alors, quand on est jeune et qu'on gagne autant d'argent, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te motive? Honnêtement, sans langue de bois, hein, c'est pas, voilà. Tu veux être riche? Évidemment, la sécurité financière est un sujet, est un vrai sujet. Donc oui, la richesse, parce qu'avec la richesse, on peut faire plein de choses. Moi, je me considère comme un entrepreneur à impact. Donc c'est pour ça que mes 2 premiers sujets ont toujours été des sujets à impact. Donc, et pour redistribuer, parce que moi je crois beaucoup au fait de pouvoir redistribuer les compétences que tu as appris, la richesse auprès de son écosystème, mais il faut être riche tout simplement. Voilà. Donc oui, la richesse. Et de 2, cette capacité à gérer son temps. Moi, il n'y a rien de plus précieux que mon temps. Voilà. Je négocie plus avec. D'ailleurs, j'ai rarement négocié avec. Le temps, je ne négocie pas. Mon temps est précieux. Et de 3, évidemment, cette capacité à gérer les sujets qu'on veut. Voilà. Moi, chez Alstom, j'étais acheteur, c'est vrai, acheteur de supply chain, j'avais un périmètre génial, presque sur un métier, presque sur un nouveau métier. J'étais un peu la start-up opérationnelle d'Alstom, mais on fait des achats. Voilà. Aujourd'hui, je traite tous les sujets, de la communication, du marketing, à l'opérationnel, à l'ouverture de villes en Afrique. Voilà. Donc, c'est vraiment l'éclate. Voilà. Alors, on va revenir un peu à des questions fondamentales dans notre podcast. Maintenant qu'on te connaît mieux, qu'on sait que tu gagnes beaucoup d'argent, la première question qu'on pose, c'est pour toi, c'est quoi être riche? Pour moi, être riche, c'est déjà cette capacité à sécuriser sa famille, okay, à traiter les sujets fondamentaux, donc être capable de pouvoir se dire, voilà, la famille tourne normalement tous les jours. Ensuite, deuxième étape, être capable de se dire, je suis capable d'avoir de quoi investir dans des projets à venir, donc avoir de la visibilité sur ses finances sur 2-3 ans. Et je précise une chose, c'est que j'ai toujours été très riche dans le compte des entreprises. Aujourd'hui, j'ai bâti les fondations. Donc, imagine bien l'image d'une maison où tu creuses pour fondation. Donc, je pense que je vais atteindre cette prospérité financière personnellement courant 2024. C'est lié à un chiffre, à l'atteinte d'un chiffre. On est riche à partir de combien? Tu te considéreras riche à partir de combien? Ça, c'est subjectif, mais pour moi... Oui, c'est pour ça que j'ai dit pour toi. J'estime que être riche pour moi, c'est... Ouais, je pense que c'est avoir 2-3 millions dans le compte. Dans le compte bancaire? Ouais, c'est capable de pouvoir sécuriser une première maison en résidentiel, pouvoir se dire, bon, j'en prends 1 ou 2 je prends 1 ou 2 appartements pour mes enfants, avoir peut-être 200-300 000 euros en compte courant, histoire de dire que, bon, s'il y a une grosse urgence, voilà. Enfin, c'est ça la richesse pour moi. Après, le reste, c'est plus si affinité. Voilà. Ok, donc pour toi, c'est lié au fait de pouvoir sécuriser le logement, les investissements, c'est ça, la capacité à pouvoir faire tourner de l'argent. Et ton quotidien. Donc quand je parle de 2-3 ans de visibilité, c'est être capable de dire, je sais que si je dors la nuit sans rien faire, ben j'ai 2-3 ans devant moi. Voilà. Parce qu'on revient encore à la gestion du temps, parce que le temps, quelque chose de précieux pour moi. Donc je travaille pour moi, je travaille pour ne plus, enfin me laisser le choix de plus faire ce que je veux de mon temps. Voilà. Ok, qui pour toi est une ressource très précieuse. Exactement. Alors, tu as dit que et dans ta propre définition, tu te considères donc pas comme riche? Non, pas encore. Non, Est-ce que tu comprends que ça peut choquer? Que quelqu'un qui te voit et qui se dit, mais avec ce qu'il a, il dit déjà qu'il n'est pas riche? J'ai commencé ma carrière chez Alstom, où je sors d'études à 22 ans, première fiche de paye, 3 000 euros. Voilà, donc tout de suite, je me déconnecte rapidement de l'argent. Voilà, parce que si à 22 ans, tu gagnes 3 000 euros, à 30 ans, voilà, tu peux gagner des salaires relativement énormes. Et surtout que dans ce parcours entrepreneurial, ben, j'ai aussi touché le RSA. Donc, je suis capable de gérer ma famille, mes finances avec 3 000 euros, 15 000 euros comme 1 000 euros. Voilà. Donc, pour moi, la principale richesse, déjà, c'est cette liberté de se dire, tu prends la décision de faire ce que tu veux. Bon, elle a un coût, évidemment, en sacrifice, en argent, etc. Mais c'est ma principale richesse. Voilà. Et ensuite, évidemment, il y a un sujet finance. Moi, aujourd'hui, évidemment, je peux avoir des salaires confortables, mais pour moi, 3 000 euros, parce que je gravite dans un environnement qui est assez aisé, les collègues entrepreneurs, mes mentors,
les entrepreneurs qui ont fait des exits, qui ont vendu des boîtes. Voilà, c'est quasiment des discussions du quotidien. Donc, je ne suis plus à me dire, OK, super, 2000 euros, c'est la richesse. Non. Voilà, je remets, ça peut choquer, je sais que ça peut choquer. Mais en tout cas, je travaille très, très dur aujourd'hui. Et les sacrifices réalisés sont aussi au niveau, à la hauteur de ses ambitions. Voilà. Ok. Très intéressant. Dans ta vision de l'argent, l'argent, c'est quelque chose d'important pour toi? C'est un outil. On peut être très heureux sans. Comment on est heureux sans argent de nos jours? Mon temps. Oui. Philippe, mon temps, à 450 euros. Mais ton temps ne vaut rien si tu n'as pas d'argent. Oui, mais dans le sens où... Les gens qui ne savent pas comment générer de l'argent ont beaucoup de temps. Ils sont très disponibles. Oui, il y a savoir générer de l'argent, donc créer de la valeur, oui. Et avoir son temps, et apprendre ou ne pas savoir créer de la valeur, et là c'est autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je sais créer de la valeur. Donc, mon premier levier, c'est avoir du temps pour créer de la valeur, pour générer de la valeur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, mentalement et psychologiquement, je veux du temps. Donc, avec le temps, parce que je sais créer de la valeur, je sais que je vais forcément m'enrichir. Mais si je repars dans un circuit salarié, ben ce temps-là, je ne l'aurai plus. Oui. Donc, du coup, j'aurai beaucoup moins de chances de m'enrichir. Alors, aujourd'hui, tu as une famille. Quelle est ta conception de l'argent dans le cadre du couple? Est-ce que tu considères que tu as une conception plutôt traditionnaliste? C'est à l'homme de pouvoir prendre en charge sa famille, de pouvoir être autosuffisant, quitte à ce que madame rapporte un bonus. Ou alors non, tu es plutôt très, très moderne, post-moderne même. 50-50, on partage tout. Mais déjà de base, moi je suis camerounais. Ouais. Et j'ai grandi au Cameroun, donc avec des valeurs bien solides. Donc j'opterais plus pour la partie traditionnaliste. Ok. Ça, c'est sur le papier. Oui. D'accord. Si j'avais entrepris un parcours classique de salarié, 3 000 euros chez Alstom, 5 000 euros peut-être à 27-28 ans, moi, chez moi, c'est moi qui paye le loyer, par exemple. Typiquement, c'est un symbole. Hein, ça va rien dire, mais c'est un symbole. Chez moi, j'ai toujours payé le loyer. Point. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de truc. Mais parce que je suis entrepreneur et parce que, comme je t'ai dit et comme je l'ai dit auparavant, il y a des temps beaucoup plus durs que les autres, la madame, c'est elle qui vient faire des compliments. Par exemple, les habits des enfants, etc., les à côté, plein de choses comme ça. Tu vois. Mais sinon, fondamentalement, je suis traditionnaliste. Le loyer, c'est moi qui paye. Point. D'accord. Mais est-ce que tu as peut-être des enfants ou tu vas en avoir? Est-ce que c'est l'éducation que tu veux leur transmettre par rapport au rôle de l'homme? J'ai 2 enfants, en Oui. plus de surcroît 2 garçons. Oh. Donc forcément, c'est... Donc oui, pour moi aujourd'hui, enfin, après c'est mon modèle. Moi, mon modèle de vie, j'ai toujours dit à ma femme, je travaille pour que tu puisses réaliser tes rêves. Parce que j'ai toujours pensé qu'une femme heureuse dans la maison, c'est une maison épanouie. Voilà. Donc, peu importe ce que tu fais, tu gères ton temps. Voilà. Que tu veux travailler, etc. Bon, évidemment, je pousse à ce qu'elle puisse, je challenge pour qu'elle puisse réaliser ses rêves, voilà, et mettre des actions en place. Mais aujourd'hui, non. Pour moi, l'homme, dans le meilleur des mondes, c'est lui qui doit soutenir l'ensemble des coûts de structure d'une famille, d'une cellule familiale. Et les compléments de la madame viennent payer autre chose, les vacances, plein de choses. Quoi. Voilà. Mais sinon, pour moi, c'est l'homme, c'est la structure. Point. C'est comme ça. Et c'est ce que je dirais à mes enfants. Mais dans un monde très... en France, tu vis en France, c'est pas les discours ambiants. On est plutôt dans une société très féministe, dans laquelle les femmes revendiquent l'égalité en droit, enfin à tous les niveaux. Ah, tu m'emmènes vers des sujets sensibles. Oui, évidemment. oui. Mais c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet moderne. Ouais. C'est un sujet moderne. Moi, je dis toujours que la France, hein, parce que les gens confondent Paris, Bordeaux, Marseille à la France. C'est vrai. C'est pas la France. La France, c'est en province. Et la France est profondément traditionnaliste. C'est-à-dire que le père de famille, c'est lui qui se lève le matin pour assurer la pérennité et la survie de la famille. Moi, je suis ouvert. Hein. Comme je t'ai dit, la femme doit être épanouie, la femme doit aller travailler. D'ailleurs, moi, je suis même partisan de la femme qui travaille, au passage. Mais voilà. Mais après, la femme à 50-50,
il faut trouver un partenaire qui souhaite ça ou qui impose ça. En tout cas, moi, c'est pas, moi, je ne l'impose pas. Voilà, c'est pas ma vision des choses. Qu'est-ce que tu penses du concept d'infidélité financière? L'infidélité financière consiste, comme une infidélité sexuelle, à avoir une double vie pour ce qui est des finances. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, d'ailleurs, sont concernés par ça. Beaucoup d'hommes traditionnalistes sont concernés par ça. C'est-à-dire que je mets à la disposition de la famille, de madame, les engagements que j'ai pris. Par exemple, dans ton cas, je paye le loyer, ainsi de suite. Pour le reste, c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, je gère mon argent et je n'ai pas de compte à rendre. Ou alors, tu es plutôt pour de la transparence financière comme étant quelque chose qui peut permettre à un couple, à une famille d'être beaucoup plus heureuse et épanouie. Moi, je serais plutôt dans un concept hybride. OK. Dans le sens où il faut de la transparence. Moi, je gagne tant, point. Et ta conjointe doit savoir combien tu gagnes, c'est important. Ça marche bien pour un salarié, ce concept-là. C'est-à-dire que tu as un flux financier qui arrive. Constant. Bon, on sait ce que tu gagnes. Après, pour l'entrepreneur, il y a flux, tu sais très bien. Et je parle d'hybride parce qu'il y a des flux financiers. Enfin, on reste un homme, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de la pérennité de l'entreprise. Donc, moi, je dis toujours, il y a certains flux qui doivent rester de belles surprises. C'est-à-dire que demain, s'il y a quelque chose, ah, super, tiens, chérie, regarde, il y a ça. Tu es capable de subvenir aux urgences, aux catastrophes de la famille parce que tu n'as pas forcément communiqué sur un flux optionnel qui pourrait venir justement acheter des cadeaux ou autre chose. Voilà. Mais plutôt modèle hybride, il faut être transparent sur 80% du flux qui arrive, c'est important, de manière à pouvoir bâtir des projets. Après, si plus c'est affinité, s'il y a d'autres produits annexes qui entrent dans le compte, voilà, libre à toi, libre à l'homme de pouvoir communiquer dessus ou pas. Voilà. Qu'est-ce que tu penses donc de ce conseil qui est souvent donné aux femmes, dans lequel on dit qu'une femme doit toujours avoir une réserve que son mari ne connaît pas, au cas où? Les hommes, on les connaît, ils ne sont pas sérieux, un homme peut te quitter à tout moment, donc il faut toujours que tu aies ton argent de côté, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très développé ça. Et même nos mamans en Afrique étaient des championnes pour ça. Moi, je suis très fan des backups. Moi, je suis un entrepreneur pragmatique. Bon, tout dépend de la répartition. Si 80% de son salaire va dans le backup, il y a un sujet. Mais si tous les mois, elle s'organise secrètement pour le bien de la famille ou parce qu'elle sent que le coup bat de l'aile, franchement, je comprends. Et il le faut, même, j'ai envie de dire. Il le faut. Et je trouve que ce sujet-là reste toujours une belle surprise. Qu'il y ait séparation ou qu'il y ait projet en commun. Ça reste une belle surprise. Donc oui, il faut du backup. Est-ce que ta femme est camerounaise aussi? Non, ma femme est congolaise. Elle est congolaise. Donc elle va peut-être comprendre. Elle est née, elle a grandi au Congo? Non, en France. Ok. Pourquoi je te parle, je demande ces précisions? Parce qu'il y a un sujet qui est au cœur des enjeux financiers dans les familles, et notamment dans les familles mixtes, comme la tienne, c'est l'aide financière aux familles en Afrique. En tant que Camerounais, je suis quasi certain que, même si ce n'est pas pour de l'aide, ça t'arrive ou ça t'est arrivé d'envoyer de l'argent au pays. Oui, ça m'arrive d'une manière très, très ponctuelle, exceptionnelle. C'est vrai que j'ai l'opportunité d'avoir des parents qui le font déjà très bien à notre place et qui font ce filtre-là. Mais ils nous ont aussi appris à pouvoir aider la famille, même si 80% de la famille est ici en France. Donc, on le fait de manière vraiment très ponctuelle. Donc, je n'ai pas cette pression financière de me dire je dois envoyer l'argent à maman ou à mon frère, etc. Non, c'est vraiment si je donne. Et c'est vraiment très, très, très ponctuel. Voilà, donc, je n'ai pas ce sujet-là. Pour toi, peut-être. Et pour ta femme aussi? Oui. Sujet, posture identique. Vous êtes donc deux bourges, deux fils de riches qui sont mis ensemble et ils ne connaissent pas les problèmes de la diaspora. Tu ne connais pas les agences Western Union, MoneyGram de Châtelet. Si, je connais, mais en mode digitalisé, évidemment, j'ai toutes les applications sur mon téléphone. Maintenant, c'est digitalisé. Avant, ce n'était pas digitalisé. Avant, il fallait se déplacer pour aller à l'agence pour faire son envoi. Quoi qu'il en soit, intellectuellement, est-ce que tu comprends qu'un partenaire puisse ne pas être d'accord pour que l'autre envoie permanemment de l'argent à sa famille au pays? Est-ce que tu comprends que ça puisse être un vrai sujet de tension? À nouveau, tout dépend du poids de l'envoi, du poids du montant envoyé au pays. Si tu envoies 80% du montant, c'est compliqué.
si tu envoies 10% et que c'est communiqué, pas fait en cachette, communiqué, normalement, il ne devrait pas y avoir sujet. Parce que la famille, quand même, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui une des raisons pour laquelle la France va mal, c'est que la famille est touchée depuis des années et depuis des décennies. On touche la famille. Donc, il ne faut pas toucher la famille. La famille, c'est un socle important, fondamental, qui permet de pouvoir se construire, évoluer, se bâtir. Donc, il faut le faire. Il faut qu'évidemment les deux soient en accord. Si ça reste des petits montants, tu parlais de réserve de backup tout à l'heure, tu peux utiliser ton backup pour le faire, que tu communiques ou pas, il n'y a aucune incidence. Mais quand ça commence à atteindre des montants conséquents, de surcroît réguliers, oui, là, il faut communiquer. Oui, mais tu sais que ça peut être, tu peux communiquer, mais si l'autre n'est pas d'accord, parce que c'est comme, oui, chérie, voilà, j'ai ma famille, parce que on a besoin de tous les mois 500 euros, peut-être qu'une fois, 2 fois, oui, mais quand on a un besoin dans la maison, parce que ça arrive, ça, c'est-à-dire que on a un enfant peut-être qui a besoin de quelque chose, c'était pas prévu, c'était pas planifié, mais c'est important pour lui, peut-être de l'inscrire dans une salle de sport, dans un truc qui va prendre un budget. Et on commence à se rendre compte que, mais en fait, ça va être difficile de faire ça, alors qu'en même temps, on est en train de continuer d'aider depuis 3-4 ans des gens au pays. Je dis ça parce que ce sont des sujets un peu tabous, dont on ne parle pas, mais qui, quand les gens se livrent, en réalité, sont de vrais sujets de problème. La gestion de l'argent. Les problèmes liés à la communication et à la gestion de l'argent sont de très grosses sources de séparation. Dans le monde, hein, pas que dans notre communauté. Et je trouve que ce sont des sujets qu'on n'aborde pas assez. C'est pour ça que quand je rencontre des entrepreneurs, c'est des gens qui font de l'argent, je n'hésite pas à discuter avec eux de comment ils le répartissent, comment ils le dépensent. Toi, à ton niveau, est-ce que tu te considères comme un flambeur, quelqu'un qui, franchement, tu te fais plaisir avec ton argent? Ou alors, tu es plutôt quelqu'un qui est sobre, qui est posé, qui est économe? Je suis entre les deux. Ah, toi, tu es souvent entre les deux. Non, c'est vrai. Je suis une personne assez équilibrée. Je ne suis pas l'économe. C'est-à-dire que j'aime me faire plaisir. Je prends un exemple. J'ai une belle voiture parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup sur la route. Donc il faut une voiture solide qui est capable de te sauver la vie s'il y a un impact. T'as quoi comme voiture? J'ai une Volvo XC40. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, je sais que s'il y a un impact, et d'ailleurs, au passage, elle a pris la main sur le frein bien des fois parce que j'étais au téléphone, etc. Il ne faut pas faire d'ailleurs. Voilà, mais je l'ai acheté pour ça. Je sais que si je prenais une Clio, parce qu'avec le nombre de kilomètres que je fais dans l'année, il y a de fortes chances que l'outil travail ne soit pas adapté à mon besoin. Donc, j'investis beaucoup dans les fondamentaux, le confort, la voiture. Après, la maison, l'appartement. Par contre, je suis une personne très sobre. Moi, mes basiques, c'est H&M, c'est Uniqlo, etc. Donc, pas besoin de plus. Voilà. Peut-être j'investis un peu plus sur les outils de travail, le costume, la paire de chaussures, parce que ce sont des éléments très, très importants pour un homme, surtout quand on atteint un certain niveau de business. Quand tu entres dans une réunion, une salle de réunion ou dans un événement, boum Il est là. Il y a des codes. Il faut cocher les codes. C'est quoi les codes? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui te disent, c'est très intéressant comme sujet, il y a des entrepreneurs qui te disent, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir une belle veste ou une belle chaussure. Oh, c'est faux. C'est faux. Quand tu vas au ministère du Travail, quand tu invites au ministère de l'Économie, si tu as un costume Célio, on voit que tu as un costume Célio. Et ça pose problème? On a tendance à ne pas te donner des... On peut comprendre que tu n'es pas dans l'univers. Voilà. Donc, je préfère investir dans un costume de Fursac, 700 €, que j'ai porté toute l'année, pendant 10 ans. Mais au moins, je sais que lorsque j'entre dans une réunion importante, avec des acteurs importants, je coche les codes. Voilà. C'est un investissement outil de travail. Mais par contre, je ne vais pas aller acheter le t-shirt XYZ à 1 000 €. Je ne suis pas dedans. Je préfère acheter mon t-shirt, mon basique, 20 € à Zara, H&M ou Uniqlo. Il fait très bien que je change tous les ans. Et voilà. Et c'est ça que je te parlais d'équilibrer. Tu as dit la veste, c'est dans l'éco. Très intéressant. Très, très bon point. Les chaussures aussi. Pourquoi les chaussures? Tu parlais de tradition. Mon père m'a éduqué en disant, mon fils... Doumbé, Munasawa. Mon fils, c'est la montre, la chaussure et le costume. Voilà, donc j'ai longtemps évidemment acheté des chaussures de ville dans des marques que j'ai citées. Mais depuis 2 ans, maintenant, chaque chaussure de ville, je mets le prix parce que je sais qu'elle va durer 20-25 ans. Voilà, donc je préfère acheter une chaussure de ville par an qui me coûte 800 €, mais au moins je sais qu'elle va durer sur le temps et que je peux la réutiliser à chaque événement. Réunion, jean, mariage, investissement, etc. etc. Voilà.
Passe-partout. Passe-partout. Et qui fait l'effet. Donc, tu as dit le trio pour toi magique, c'est costume, montre, chaussures. Exactement. Et les montres. Par contre, là, il n'y a pas de limite. Là, les montres. Ouais, montre, pour moi, une montre sympa, passe-partout, c'est une montre à 300-400 euros. Voilà. Après, il y a des fans, il y a des amateurs de montres qui vont beaucoup plus loin, mais je pense qu'une montre du quotidien qui passe partout, ouais, 300-400 euros, c'est bien. 3 codes. Très intéressant. Et tout ce qui est gadget technologique, t'es pas trop dedans, ordinateur et autres, tablette. J'ai toujours le parti pris de me dire, j'investis dans un outil qui va me permettre de performer. Aujourd'hui, j'ai un Mac parce que j'estime que le Mac, en termes de productivité et de représentativité chez un client, ça fait effet. Je ne peux pas dire que je suis un start-upper, je suis dans la tech, incubateur station, enfin, station F, incubateur HEC, tout ça, et je viens avec un Windows bizarre. On peut dire ce qu'on veut, la première impression se passe au premier coup d'œil. Tu penses que l'image joue beaucoup? Énormément. Tu as perdu des choses à cause de l'image ou tu as gagné des choses à cause de l'image? Tu le sauras jamais. Ouais. Tu le sauras jamais. Mais typiquement, moi, chaque réunion, je la prépare. Est-ce que je porte un col roulé? Est-ce que je porte un sweat? Est-ce que je porte un t-shirt? Est-ce que je porte un costume? Ça se prépare. Donc oui, l'image joue énormément. Énormément. Dans quoi tu investis ton argent alors? Pour le boulot, typiquement, un bon téléphone, un bon PC, des bons outils de travail pour le moment, parce que c'est le stade dans lequel je suis. Investissement pour la suite. Et demain, dans quelques mois, quand j'aurai le moyen d'actionner, évidemment, le logement, on sécurise le logement. On sécurise potentiellement les logements pour les enfants, donc l'avenir des enfants. Et parce que tu es de cette école-là, tu penses qu'il faut laisser quelque chose aux enfants sur lequel ils vont venir bâtir et pas qu'eux-mêmes ils se bâtissent, qu'ils bâtissent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ouais, il faut un mix des deux. Et je pense qu'il faut leur laisser des outils qui feront en sorte qu'ils puissent avoir du temps pour créer de la valeur. Voilà. Et des outils, c'est potentiellement un appartement. Comme ça, ils n'auront pas cette pression financière de se dire il faut que je paye le loyer tous les mois. Voilà. Mais par contre, parallèlement, il faut une éducation qui va avec. Il faut qu'ils puissent prendre conscience qu'un euro, c'est un euro. Même s'ils font des belles études, j'espère pour eux, qu'ils puissent se dire, bon, je fais un tour dans l'usine pour savoir ce que l'opérateur dans l'usine fait, etc., etc. Donc je pense qu'il faut un mix des deux. Mais on travaille pour que nos enfants ne puissent pas commencer du sous-sol -10, quoi. Qu'ils puissent au moins commencer à l'étage 2-3. Voilà, et va pouvoir avoir le socle pour accélérer. Pour aller un peu plus loin que ce que les parents ont commencé à bâtir. Dans le monde de demain, tu penses que les enfants devraient... comment on prépare des enfants aujourd'hui pour réussir dans le monde de demain avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'on ne soupçonne même pas encore? C'est une excellente question. C'est un mix entre l'écran, la techno, et les outils traditionnels. Moi, j'ai toujours, quand tu vas... moi, j'ai plein d'amis qui n'ont pas de télé à la maison. J'en fais partie, il n'y a pas de télé. Et moi, ma télé est en panne depuis un an et demi et je ne l'ai pas remplacée. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas remplacée. Parce que, à mon sens, l'enfant, parce que du coup, naturellement, mais un natif, cette génération-là va grandir avec les écrans. Donc, en vrai, il y aura un effort d'éducation, mais pas tant que ça, parce que c'est inné, ça serait inné. Mais par contre, au contraire, l'effort qu'il faut faire, c'est qu'ils puissent prendre conscience des outils traditionnels que tous ceux qui performent utilisent. Le livre, passer du temps, étudier, passer du temps avec la famille, etc. etc. Sortir. Quand on dit sortir, c'est aller faire du sport, prendre de l'air et pas rester devant son écran toute la journée. Voilà. Et je pense que c'est un mix de tout ça qu'il faut trouver pour que l'enfant puisse être équilibré et puisse avoir les outils pour performer. Aujourd'hui, est-ce que tu penses à léguer une partie de ta boîte à tes enfants? Est-ce que c'est dans ta réflexion ou tu veux la revendre quelques années comme toute bonne start-up Non, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je pense que j'ai encore une ou deux boîtes du moins dans la conception des choses que je vais créer et vendre. Il y a de fortes chances que j'entre dans la conception d'une boîte que je peux léguer peut-être à partir de mes 50 ans. Voilà, quand j'aurai traité tel sujet. Là, peut-être qu'à 50 ans, je créerai une boîte annexe, une autre boîte où je dirai, bon, dans 10 ans, mes enfants auront 25-30 ans, ils seront aptes à reprendre la boîte ou pas. Mais pour le moment, non, là, c'est purement, on prend un sujet, on répond à un besoin, et stratégie, si on peut faire un exit 5-7 ans après, on le fait. En tant que chef d'entreprise, comment sur quelle logique tu t'appuies pour définir ta rémunération?
La première logique, je dirais, c'est par rapport au chiffre d'affaires généré. Voilà. Tu génères 1 million, tu fais 60-70% de marge, tu te rémunères très, 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 très bien. Voilà. Mais tu payes beaucoup de charges. Il y a des leviers. Est-ce que tu passes par ta holding ou pas? Voilà. Mais oui, il y a toujours des charges en France. À la fin, tu payes quand même des charges. Tu payes des charges. En effet. Oui, tu payes des charges. Mais évidemment, plein de choses passent par la boîte. C'est fait pour ça. Autre option, tu as levé beaucoup de fonds, beaucoup d'argent. Donc, du coup, ta rémunération est beaucoup plus quadrillée. Même si, attention, même si tu es seul, moi, j'ai un pack d'associés, j'ai un board, donc je ne fais pas n'importe quoi, même si je suis décisionnaire et majoritaire dans la boîte. Mais quand tu as levé beaucoup d'argent, c'est beaucoup mieux cadré. Donc, évidemment, tu peux te faire plaisir. Voilà. Franchement, c'est assez variable. Mais pour moi, je pense que le premier ingrédient, c'est une rémunération qui est calquée sur ton chiffre d'affaires, potentiellement. Et si tu as levé des fonds, potentiellement calquée sur ta capacité à burner ou pas du cash à la fin du mois. Et je reprends un exemple. Nous, chez YouOrder, la stratégie financière qu'on avait adoptée, c'est de se dire, tant qu'on n'est pas rentable, pas de gros salaire. Moi, je suis hyper transparent. Pendant 4 ans, parce que le premier investisseur de France, c'est le Pôle emploi. Oui. Donc, du coup, j'ai surfé sur les bons salaires d'Alstom pour assurer les 2 premières années. Mais après, j'étais au RSA pendant quelques mois et après, on s'est payé le SMIC pendant 2 ans. Parce que la stratégie était de se dire, tant que la boîte n'est pas profitable, même si on faisait beaucoup de chiffre d'affaires, on priorise la boîte. Au démarrant, c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? Parce que si les sujets fondamentaux de l'entrepreneur ne sont pas traités, qui se demandent comment je paye mon salaire, quand je paye mon salaire, comment ma famille va manger, etc. En réalité, ça lui bouffe il répartit son énergie, c'est pas bon. Ouais. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'à l'époque, on aurait pu se verser 3-4, chacun facile. Voilà, mais on est resté au SMIC, symbolique. Tu travailles avec ton épouse dans la boîte? Non, avec mon associé. Ok, ton associé, le premier. Exactement. Okay. Donc on aurait pu facilement se verser 3-4 000 euros. Voilà. Mais on a fait ce choix-là. Mais avec du recul, on aurait dû. Les gens qui te connaissent, est-ce qu'ils pensent que tu es quelqu'un de généreux ou de proche de son argent? Oh, généreux. Je suis proche du généreux que de proche de mon argent. Je suis très généreux. Et je travaille à dire non. À dire non. À apprendre à dire non. Mais sinon, je suis de nature très, très généreuse. Et tous sujets confondus. Ok. Et pourquoi ce besoin de donner aux autres? Quand on donne, on reçoit. Pour moi, c'est une des clés. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Et aujourd'hui, je suis mentor de plein d'entrepreneurs. Ben, je donne de mon temps parce qu'il faut accompagner cette future génération et ces entrepreneurs qui en ont besoin. Mais je sais aussi qu'en donnant de ce temps-là, je vais recevoir. De quelle manière, j'en sais rien. Et je ne suis pas dans le calcul de me dire je vais recevoir. Mais il faut donner pour recevoir. Tu es un des rares, finalement, start-upers en France d'origine africaine qui ait les résultats que tu as. Et félicitations. Merci. La question que je veux te poser, c'est pourquoi, d'après toi, on n'a pas plus de jeunes comme toi et moi qui sont venus ici, qui ont fait leurs études, qui ont commencé une carrière, qui par la suite basculent dans l'entrepreneuriat? Pourquoi on n'en a pas plus? Il y a 2 sujets. Il y a le sujet du statut des papiers. Donc, beaucoup arrivent. D'ailleurs, tu sais très bien, au Cameroun, il y a des profils extrêmement brillants qui doivent d'abord cocher la case d'être conformes au niveau des papiers. Bon, déjà, ça, on perd quasiment entre 5 et 10 ans. Donc, c'est beaucoup, c'est énorme. Pour ceux qui sont nés ici, il y a un sujet éducation. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Pour atteindre un certain niveau, même s'il y a des autodidactes, il faut cocher des cases. Quand tu lèves des fonds, même si moi j'ai levé des fonds, première aventure 800 000 quasiment, deuxième aventure 200 000, la première chose qu'on reçoit, qu'on regarde, c'est ton école. Il faut être crédible. Il faut être crédible. Donc il y a une partie éducation qui est là, et d'ailleurs, avec plein d'acteurs, plein de partenaires avec qui on travaille sur le sujet, on essaie de déconstruire un peu tout ça. Parce que quand tu regardes bien, tous ceux qui lèvent des fonds, tous c'est un code. Top 3 grosse école de commerce, top 3 grosse école d'ingé. Mais il y a du talent partout. Voilà. Mais c'est à nous de pouvoir déjà enlever cette pensée limitante, de se dire on est de la diversité, on ne nous regarde pas, c'est injuste, etc. Non,
oui, c'est un frein. Il y a ce regard que beaucoup de personnes ont de la communauté. Il y a ce regard. Il y a ce regard. Mais c'est à nous de pouvoir, à chaque individu, de pouvoir travailler son mindset et faire disparaître les pensées limitantes. Moi, je dis toujours, quand tu penses un truc, quand tu veux quelque chose, tu l'as. Et ça, c'est une de mes grandes leçons en plus 2023. Quand tu penses quelque chose de très fort, quand tu veux quelque chose et que tu mets le niveau d'action et de sacrifice qu'il faut, tu l'as. Mais beaucoup de la diaspora sont dans le show-off, je veux montrer que, et ne sont pas capables de faire les sacrifices qu'il faut. Je prends un exemple. Tu es salarié, tu rêves d'entrepreneuriat, tu rêves d'avoir ton temps. Bon, moi, c'était facile parce que quand je gagnais 3 000 euros, j'étais chez maman. Mais tu es confort dans ton salaire. Mais il faut être capable de dire, bon, il faut apprendre à gérer à 1 000 euros. Passer de 5 000 euros à 1 000 euros. Tu crées le danger. Tu crées le danger. Mais déjà là, tu perds 90%. Tu perds 90%. Parce qu'il y a cette... Mais peut-être que les gens vont te dire, mais on vient tellement loin que quand on a cet argent qui arrive, on s'est privé toute notre vie. Et là... Tout ce que je dis à tous ceux que j'accompagne, c'est la cohérence. Moi, je comprends tous les choix. Que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, que tu veux être salarié, pas salarié, fine. Mais par contre, ne viens pas me voir en me disant, je veux changer le monde, mais par contre, non, je vais mettre je ne vais pas payer le prix. Ouais. Je ne t'écoute plus. Voilà. Donc, il faut la cohérence dans ses choix. Et quand on est... La première chose qui est la plus compliquée à mon sens, c'est de savoir ce qu'on veut. D'ailleurs, moi qui suis dans la formation, souvent, je suis en salle de formation, la première question que je pose en formation, c'est où vous voyez dans 2 ans. Philippe, figure-toi que 8 personnes sur 10 ne savent pas définir avec précision ce qu'ils veulent et où ils veulent être dans 2 ans. Bon, déjà, si c'est pas fait, ouais, c'est chaud. Si ça, c'est pas fait, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, on est encore dans du court terme, 2 ans. Ouais, voilà, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin, moyen terme, même, on dit. Voilà. Ouais, moyen et terme, ce qui veut dire que quand on a, pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir la réponse à cette question, c'est être capable de prendre toutes les décisions, et je bien sûr. Toutes les décisions, tout à fait. Cohérence avec ça. Tout à fait. Et je peux te dire qu'il y a des décisions extrêmement difficiles. Tout à fait. On arrive quasiment sur la fin de notre émission et je veux savoir, d'après toi, qu'est-ce que tu mettrais dans tes plus grosses erreurs financières? Ce serait quoi? Mes plus grosses erreurs financières... je t'ai dit ça, franchement, j'aurais pas dû. Ouais, après coup, hein. Oui, j'ai fait, typiquement, Deliver Academy, j'ai fait 2 erreurs financières, 2 grosses, sans parler des tests. Quand tu testes, pour moi, c'est pas une erreur. Mais 2 grosses, c'est... j'ai embauché un DG trop tôt. Évidemment, ça n'a pas fité. Et recrutement d'amis. Voilà. Ce qui ouvre la parenthèse, est-ce que dans ton ascension, que je vois beaucoup plus grande, mais au niveau où tu es maintenant, est-ce que ta réussite t'a fait perdre des amis? Ou alors non? Les gens ont toujours été bienveillants, ils ont toujours compris, pas de jalousie, pas de... J'ai l'opportunité de commencer l'entrepreneuriat très tôt. À 24-25 ans, quasiment. Donc, ça fait le tri naturellement. Quand tu es au bureau à 8h, quand tu rentres chez toi chez maman à 22h, bon, ça fait le tri naturellement. Et j'ai aussi appris à faire ce tri-là. Donc aujourd'hui, j'ai un groupe d'amis. D'ailleurs, on s'appelle le G8, on est une dizaine. Le groupe de la diaspora est assez brillant. Et j'ai mes amis d'enfance. Donc en réalité, mon cercle est extrêmement restreint. Et déjà, rien que pour entretenir sereinement les relations de ce petit cercle, en plus de la famille restreinte, donc ma famille et la famille élargie, bon, il y a déjà de quoi faire. Déjà là, on est en déficit de temps. En plus du réseau, et je ne parle même pas du réseau, il y a un réseau professionnel à entretenir. Donc déjà, rien que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je comprends parfaitement. Et à contrario, c'est quoi tes plus beaux coups, tes plus beaux investissements? Tu te dis ça, franchement, heureusement que j'ai mis de l'argent dedans. Mes campagnes de relations presse. D'ailleurs, c'est une astuce que je donne à tout le monde, même si tout le monde n'a pas l'opportunité de le faire. L'entrepreneur se dit toujours qu'il doit attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de communiquer. Mais relations presse, ça coûte cher. Ouais. C'est généralement, moi, ma requête coûte entre 8 et 10 000 euros. Donc, pour mettre 10 000 euros, c'est qu'il faut avoir économisé 10 000 euros ou qu'il faille avoir levé des fonds. Moi, tout de suite, premier semestre, relations presse. Il faut faire tous les plateaux. BFM Business, les échos, etc. Surtout quand on est dans un business de niche où il faut une image tout de suite. Wow, ce nouveau sujet, il faut une image parce que la nature a horreur du vide.
Donc, il faut une image. Et ça, c'est un des secrets que je donne aujourd'hui. C'est si opportunité il y a, dès le day one, il faut communiquer. Mais comment tu fais pour te bâtir des relations dans le milieu de la presse? Tu les invites? Enfin, je veux dire, comment tu fais pour... Bon, là, clairement, j'ai capitalisé sur mes expériences et mon relationnel, mon réseau. Okay. Donc, on m'a présenté la roquette. Okay. La roquette de la relation presse. Et je travaille avec elle depuis des années et elle fait des miracles. Voilà, elle fait des miracles. Super, super. Mais écoute, on arrive au terme de cette interview fort passionnante. J'espère que les gens auront appris à mieux te connaître et que beaucoup t'auront découvert, parce que je pense quand même que tu es assez... j'ai le sentiment, dans la communauté en tout cas, pas très connu pour le travail que tu fais. Et c'était bien pour nous de te recevoir et on n'est pas du tout déçus de l'épisode. Merci d'avoir répondu avec sincérité aussi aux différentes questions. La question traditionnelle que je pose en fermeture d'émission, c'est toujours une question sur du leadership, du conseil. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, une jeune qui te suit là maintenant et qui est peut-être plein d'ambition, qui, comme toi il y a quelques années, veut changer le monde, veut changer son monde, veut changer sa situation personnelle? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Et qui a bien évidemment à son niveau de l'adversité qui se présente. C'est croire en ses rêves. Je pense que c'est le conseil le plus puissant, parce que derrière, il y a des incubateurs, plein d'outils qui accompagnent sur le day-to-day. C'est croire en ses rêves, s'accrocher en ses rêves, être capable de dire « je vais le faire ». Le dire, le penser et le dire. Parce que quand on le dit, on est capable d'actionner quelque chose. Évidemment, point 2, faire un sacrifice qu'il faut. Parce que des entrepreneurs qui ont des rêves, on en connaît tous. Tout le monde a des projets, et surtout notre communauté. Ouais. Donc, actionner, entrer dans l'action. Et derrière, voilà, généralement, quand c'est bien fait, ne pas avoir peur de l'échec. Même si pour moi, la réussite dépend de l'objectif que je t'ai fixé. Donc pour moi, YourOrder est un échec. Mais c'est une réussite pour 90% des gens, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de manager, qui est capable d'avoir une start-up à plusieurs centaines de collaborateurs, générer plusieurs millions d'euros, etc., etc. Donc voilà, être capable de ne pas avoir peur de l'échec et d'avancer. Voilà, et profiter du temps, de la vie, parce que la vie, le temps passe trop vite, on est déjà en 2024. Ouais. Et ça passe extrêmement vite, donc profiter de la vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir pris le temps de nous partager tout ceci. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi notre émission. Nous arrivons à notre terme, au terme d'une émission qui j'espère vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup pris de plaisir à tourner avec M. Doumbé, qui nous a réellement parlé de son secteur, de ses précédents échecs. Et c'est un rappel aux uns aux autres que peu importe le stade où vous êtes aujourd'hui, c'est vous qui décidez au final si vous vous arrêtez là, que c'est un échec, ou alors si vous capitalisez dessus pour vous relever. Je constate avec beaucoup d'effarement que beaucoup de personnes, après un premier échec, s'arrêtent. Et pourtant, des profils comme le sien, on en connaît énormément, qui sur la base d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième échec, ont trouvé en réalité une bonne faille. Parce qu'il faut bien le comprendre. S'il n'avait pas connu ce précédent échec, je pense qu'il n'aurait pas découvert la niche dans laquelle il s'est lancé par la suite. Et j'aime souvent le dire, c'est quand on est dans un certain business qu'on voit les niches que des gens à l'extérieur ne peuvent pas voir. Il faut être dans le business pour voir certaines niches et pouvoir, quand on en a l'énergie et les ressources, se dupliquer dedans, ou alors simplement arrêter un premier projet parce que celui qu'on a découvert est beaucoup plus juteux pour aller vers ça. Dans tous les cas, moi, je suis très content de sa réussite actuelle. Je lui souhaite bien évidemment le meilleur dans son domaine. Et puis surtout que ce qu'il fait inspire un maximum de personnes à croire en elle, parce que ça a été le maître mot. La base de toute réussite, c'est le fait de croire en soi. Croyez en vous. 2024, je vous souhaite en tout cas que ce soit l'année de la réussite, l'année de la prospérité, l'année du succès, et peut-être l'année de la chute, parce qu'elle est importante pour pouvoir mieux se relever derrière. Dites-moi par contre, vous, dans les commentaires, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu, avec quoi vous êtes d'accord, peut-être moins d'accord, dans les commentaires. Et ce serait bien évidemment avec plaisir qu'on en reparlera. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, 14h, pour un autre épisode avec un autre invité inspirant. Peace.